Bienvenue au podcast Seven Figure Hour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme qui incarne parfaitement l'esprit entrepreneurial. Ça a 21 ans, elle est déjà une investisseuse immobilier avec des parts dans plusieurs logements qui valent déjà qui dépassent le million de dollars. En plus, elle est propriétaire d'une agence de gestion immobilière et siège sur le conseil d'administration de plusieurs entreprises, notamment les Cercles d'Or, le Centre Explose et j'en passe. Donc, Caroline, merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter. T'es qui? Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, en gros, je viens juste d'avoir 21 ans. Donc, c'est mon... J'aime ça faire des podcasts au fur et à mesure dans mon parcours. On voit que ça... Ouais, on voit l'évolution. L'évolution, c'est ça. Donc, je te dirais, j'ai commencé à 17 ans. Quand je suis sortie là, du secondaire, j'ai déménagé à Montréal. Puis de là, l'immobilier m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai commencé à étudier dans l'estimation et évaluation en bâtiment. J'ai fait des cours aussi avec le Club des investisseurs immobiliers, avec MREX. Puis, en fait, en mettant tout ça ensemble, je me suis lancée. Je ne connaissais pas du tout ce que je faisais. J'étais allée chercher des mentors. Puis, j'ai acquis là, mes premiers immeubles, fait mes premiers flips de cette façon-là. J'ai été rejoindre une équipe suite à une transaction là, que j'avais trouvée en immobilier. Puis de là, j'ai fait 2 ans avec eux. J'ai eu les bases de l'optimisation. J'ai vraiment poussé à fond la prospection immobilière. Puis, au même fait, ben là, j'avais vraiment des entreprises distinctes. Là, donc, prospection immobilière, investissement immobilier, puis gestion immobilière. Puis là, j'étais comme, OK, ben là, ça n'a aucun sens. On va mettre tout ça ensemble. Donc là, j'ai la compagnie Gestion immobilière Axelia. J'ai des employés. Puis là-dedans, là, on regroupe vraiment un service clé en main pour les gens qui sont intéressés à investir en immobilier. Autant qu'on fait la gestion de base qu'on y va dans l'accompagnement de transactions immobilières. Donc, c'est pas mal ça. Puis, pour vrai, j'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat avec un point de vue plus durable donc, et social. Pour moi, si j'ai pas l'équilibre entre l'accomplissement personnel, l'impact sociétal, puis juste le day-to-day de faire des choses que j'aime, ben il y a aucun impact que j'ai l'impression d'avoir, aucun succès que j'ai l'impression d'avoir. Donc, c'est pour ça que toute la partie, comme tu le sais, les cercles d'or, explose, aider les entrepreneurs, redonner autant du temps, de la connaissance, tout ça vient vraiment du fait que je vais avoir un impact. Puis, tu sais, ça, c'est à vous tout l'or du monde là, de pouvoir aider à organiser des événements, donner des ressources. Puis, tu sais, un lien qu'il y a entre... il y a l'aspect immobilier, puis ça, on va en revenir plus tard dans le podcast. Mais il y a aussi beaucoup l'aspect santé mentale auprès des entrepreneurs. Puis ça, c'est l'autre bout où est-ce que je m'implique beaucoup. Je suis jeune, donc j'ai pas énormément de responsabilités à l'extérieur de mon travail, ce qui me donne vraiment la liberté là, de redonner, puis de redonner mon temps dans des choses qui me tiennent à cœur. OK. Fait que ça, tu as dit que tu as commencé à 17. Ouais. Moi, j'avais souvenir que c'était à 18. Tu as commencé même plus jeune que ce que je pensais. C'est quoi que tu as poussé? C'est quoi que t'as poussé à te lancer en affaires ou en immobilier particulièrement? Ben, on a un peu la même âge, je crois. Là. Ouais. Donc, on a vécu ce qui s'appelle la pandémie en pleine adolescence. Là. Donc, je te dirais, ça m'a lancé. Là. Moi, j'étais vraiment bonne à l'école. J'adorais l'école. Au point où, avant pandémie, là, j'étais prête à aller faire un doctorat en médecine, tout ça. J'avais les notes. Donc, pour sauver les gens. Avec encore cet aspect-là d'aider. Puis, à un certain point, j'étais comme, OK, ben là, quand il y a eu la pandémie, j'étais genre, je peux pas attendre 8 ans de ma vie aux études avant de faire quelque chose qui va me rendre profondément heureuse. J'ai vécu énormément d'anxiété, énormément de stress pendant la pandémie. Donc, j'étais comme, OK, moi, je suis quelqu'un vraiment extraverti, qui aime parler avec des gens, qui aime rencontrer des gens.
J'étais comme, qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre de vraiment rencontrer des gens tout le temps? Puis j'avais de la famille qui était dans le monde des affaires déjà. Donc là, j'étais comme, OK, ben le monde des affaires, c'est un peu plus méritocratique que d'autres jobs. Donc, c'est comme, tu te lances, tu regardes qu'est-ce que t'aimes, tu regardes qu'est-ce que t'aimes pas. Puis de là, plus que tu investis, plus que tu prends le temps de bien te former, plus que tu respectes tes engagements, plus que tu grandis dans ce milieu-là. Donc, j'étais comme, bon, ben l'immobilier, j'avais de la famille qui investissait en immobilier. Je me suis dit, c'est quand même intéressant. Plus tôt que tu commences, plus que tu as de rendement. Je regardais ce chemin de carrière-là vs d'autres chemins de carrière. J'étais comme, OK, dans 10 ans, avec ça, je peux être à un endroit que j'aurais jamais pu autrement. Je me suis dit, au pire, je fais ça 10 ans, puis j'aurais déjà... T'as encore toute ta vie devant toi. C'est ça, tu sais. T'as acquis des choses. Exactement. Tu sais, j'aurais déjà mon... Ben, en fait, en ce moment, j'ai déjà mon fonds de pension pour ma retraite, tu sais. Ça m'a pris 3 ans à atteindre ça. Puis, tu sais, c'est quand que je pense à tous les refinancements, mais juste mes parts dans les immeubles que j'ai, que dans 10 ans, je vais être en mesure de le refinancer libre d'impôts pour aller acheter d'autres choses ou pour redonner cet argent-là. Ou tout le bien-être, tout ce que je vais être en mesure de redonner à ce moment-là, juste par les choix que j'ai faits de... Oui, je me suis plantée à certaines reprises. Oui, c'est tough. Le monde des affaires, c'est jamais beau. Mais je me dis, OK, tu sais, toute cette petite persévérance-là, juste en disant ce que ça va avoir comme impact dans 40 ans. Imagine, ça va être quoi? Hein? C'est ça, tu sais. Puis c'est juste l'effort que j'ai fait dans les 4 dernières années si j'arrêterais aujourd'hui. Puis je suis pas sur le bord d'arrêter du tout. Non. Donc, je me dis comme, OK, c'est quand même exponentiel, c'est vraiment le fun. Donc, c'est vraiment pour ça que je suis allée dans cette direction-là. T'sais, j'ai regardé d'autres manières de faire, J'ai regardé beaucoup pour faire des OBNL au début, puis il y a quand même un aspect social que j'aime, puis je suis capable de l'intégrer à mes business de manière profitable maintenant, à place de juste... ouais. La partie difficile des OBNL, c'est... Ouais, mais tu sais, c'est quand même intéressant. J'adore ça, m'impliquer à ce niveau-là. Je donne des services aussi à des OBNL. Là. Justement, les cercles d'or, c'est un OBNL, mais des services de gestion pour certaines causes aussi. Mais je suis payée quand même en bout de ligne tout en aidant quelque chose d'intéressant. Donc, ouais, c'est pas mal pour ça que je suis allée en immobilier pour commencer. Okay. J'avais vraiment aucune idée de où est-ce que je serais aujourd'hui. Ouais. Je pensais que j'allais acheter un siplex à chaque année pendant les 10 prochaines années. En ce moment, ça fait juste 3 ans, comme les transactions que je fais, c'est plus juste des siplex. Non, hein? C'est minimum par année. Genre, cette année, c'est une année où est-ce qu'on était plus dans la stabilisation des choses que j'avais mis en place. Puis on a quand même acheté plus de 30 logements. Là. Donc, je me dis, OK, dans une année de croissance, où est-ce que là, ça s'enligne d'être en 2025, ben qu'est-ce que ça va avoir l'air? Ouais. C'est pas mal ça. OK. C'est intéressant de voir ça. Tu sais, tu détiens aujourd'hui des parts dans plusieurs logements. Comme tu as dit, peux-tu nous parler de ton premier deal? Premier deal que tu as fait? Je pense que c'était pas pour avoir des parts, je pense que c'était une flip de promesse d'achat. Ça se peut-tu? Parlez-nous de ça, dans le fond. Donc, les premiers projets que j'ai faits à 18 ans, ça a été des flips de maison. Donc, tu sais, les flips de promesse d'achat, c'est venu après quand je me suis dit, OK, on a été vraiment à un bon moment. On était en 2021, quand il y avait les taux d'intérêt étaient à all-time low. Là. All-time low. Ouais. Donc là, on était comme, OK, bon. Donc, moi, je trouvais des propriétés. On avait un partenariat avec mon mentor, puis une équipe de construction. Puis là, ensemble, moi, j'avais un petit peu de connaissances en évaluation parce que j'apprenais à l'école. Ouais. Moi, j'ai toujours adoré le fait d'apprendre et d'appliquer directement. Ça, c'est le fun. C'est sûr. Là. Genre, il n'y avait rien de mieux que ça. Donc là, on a fait les premiers flips. J'avais vraiment pas des gros pourcentages. Là. C'était vraiment, vraiment pour apprendre. Juste pour dire que t'as une petite share. Là, c'est ça, exactement. Juste pour dire. Mais j'apprenais, j'utilisais des logiciels, tout ça. J'aimais vraiment ça. Puis, tu sais, là, j'ai comme eu, après ça, 2 deals là, qui n'ont pas fonctionné, mais que j'ai appris énormément. Donc,
un 14 logements que la ville a racheté 2 jours avant Noël. Donc, c'était un super beau projet, mais ça n'a pas fonctionné. Puis un 140 unités 2 mois après, que si vous êtes plus intéressé, là, j'ai fait un podcast, je l'explique au complet avec Christopher Salador. Là. Mais 140 unités, il y avait des problèmes après l'inspection. Donc, on était comme, OK, non. Mais j'avais trouvé des investisseurs, puis l'équipe avec Thierry Joubert, que j'ai resté avec eux pendant 2 ans. Mais je te dirais, la manière que je faisais vraiment de l'argent, comme que je mettais dans mes poches, c'était des flips de PA. Donc, flip de PA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu signes un contrat de quelque chose que tu es vraiment en mesure d'acheter. On s'entend. Puis, tu signes un contrat d'une promesse d'achat, comme quoi tu vas l'acheter. Puis, après ça, moi, c'était vraiment une question de circonstances, là. Donc, quelqu'un qui m'a dit « Ah, ben j'adore ton projet. Es-tu prête à vendre ton projet? » Puis là, je regardais entre « OK, ben là, en ce moment, j'ai le choix d'avoir 50 000 dans mes poches, comme dans 3 mois, ou d'attendre 10 ans avant de faire X montant d'argent, sachant que j'avais déjà des parts avec Thierry pour des blocs. Donc, je me suis dit « Ben, gars, on va y aller comme ça. On va la vendre, celle-là. » Puis, à place de faire ce projet-là avec l'équipe que j'avais, puis l'équipe que j'avais avait plus ou moins l'intérêt de le faire plus qu'il fallait. OK. Donc là, j'ai vendu, j'ai eu l'argent, puis j'étais comme, OK, ben là, on va checker pour mon premier projet tout seul, tu sais. Donc, ouais, ça a décollé. J'ai certains immeubles seuls, puis les autres, c'est tout en partenariat. Ouais. OK. Y a-tu une leçon de ton premier deal que t'as, comment dire, que t'as apprise? Ou que genre, une bonne leçon que t'étais comme, ah, ça, je me suis planté. Comme t'as parlé vraiment qu'il y avait 14 logements que tu t'es planté, pas que ça a juste pas fonctionné. Ouais. Y a-tu une leçon que tu retiens de ces premiers. Ces premiers échecs. Ouais, ces premiers échecs, comme tu pourrais dire. Ben, je te dirais. Admettons, au début, puis ça, je pense que mes amis proches le remarquent beaucoup plus, mais au début, j'avais aucune carapace et OK. je laissais tout m'atteindre personnellement. OK. Et quand que, tu sais, je parle avec mes amis, tout ça, ils sont comme, tu sais, en affaires, genre, t'es vraiment, genre, comme un peu comme un tigre, là. Donc, tu sais, je vais être en mesure de vraiment plus avoir une carapace, de me dire, OK, ce que les gens font, c'est pour leurs propres intérêts, c'est pas nécessairement contre moi. Ouais. Donc, maintenant, quand des circonstances arrivent, ou quand j'ai pas de contrat, ou quand ça fonctionne pas comme c'était censé, je me dis pas, OK, ben, c'est de ma faute, ou genre, j'ai dû faire quelque chose de mal. Comme, oui, je peux apprendre de ces opportunités-là qui n'ont pas fonctionné finalement, ou de certaines situations qui ont été un peu plus chaotiques, mais ça reste que, en général, comment je peux dire ça? J'ai un bug. Ça va. Oui. Donc, en général, c'est juste de dire, OK, tu y vas une étape à la fois. Si les choses ne fonctionnent pas, c'est sûrement soit une circonstance, soit les gens, ils préféraient faire quelque chose plus pour eux à ce moment-là. Ouais. Puis c'est correct. Pas de ta faute. Non, c'est ça. Exactement. Il y a des circonstances que tu ne contrôles pas. Ouais. Tu fais partie de la vie. C'est juste, you gotta move on. You grow from it. T'apprends. Ouais. You look back, puis c'est comme, ah, OK, ça, j'aurais peut-être pu, comme, OK, je me suis peut-être planté là, mais comme, à one point, it makes sense. C'est ça. C'est pas la fin. Mais quand tu regardes ton parcours depuis le début, y a-tu un moment où, genre, une réalisation que tu es particulièrement fier? Ben, moi, ce que je trouve le fun, je te dirais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le processus. Donc, tu sais, j'attends pas nécessairement d'avoir atteint un objectif avant de célébrer l'objectif, parce que je suis vraiment du genre, j'ai réussi à faire ça en comme une journée plus tard, je suis comme, OK, good, next, tu sais. Donc, je suis quelqu'un qui aime vraiment prendre le temps à chaque semaine de célébrer les petites victoires, Ouais. puis les petites choses qui me rendent heureuse dans mon quotidien. OK. Parce qu'on va donner un exemple en parallèle avec le sport, OK? Moi, je fais du triathlon, je fais beaucoup de sport. Puis, j'ai fait un demi-Ironman au mois d'avril avec un groupe d'entrepreneurs.
Puis j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai plus aimé, genre, à chaque semaine, de me dire, crime, genre, cette semaine, j'ai fait 15 heures d'entraînement, ou cette Tout le semaine. process, la journey de C'est te ça. rendre jusqu'à là. Exactement, de me dire que, oh my god, tu sais, genre, je regarde, là, 2 mois, je faisais juste comme 5 heures d'entraînement par semaine. Maintenant, je suis capable d'en mettre beaucoup plus. Mhm. Puis, genre, j'ai tough, puis j'ai fait au complet, puis j'aime ça. Plus ça que me dire, comme à la fin, comme j'étais vraiment contente de l'avoir réalisé, le demi-Ironman. Tu là, préfères faire la route que de te rendre à la destination. Exactement. Quand je l'avais Ok. fait, j'étais comme, OK, bon, ben, c'est fini. What's next, tu sais? Ouais. What's next? Ouais. Si on va plus côté développement personnel, Mhm. entrepreneuriat, Ouais. tu as fait de nombreuses formations, que ce soit personal development, développement personnel ou en immobilier, en Mhm. entrepreneuriat. Est-ce que ces formations-là ont contribué à ton succès ou dans la gestion de ton entreprise en Oui. particulier? Ouais. Ben, c'est sûr, si t'apprends pas, ça va être tough d'être en mesure de mettre des choses en place, puis tu vas faire beaucoup plus d'erreurs. Puis c'est sûr qu'on apprend toutes les erreurs, mais il y a certaines erreurs qu'on peut s'éviter Ouais. juste en se formant puis en apprenant. Je te dirais, il y a comme 3-4 formations de développement personnel qui ont vraiment plus contribué à être la personne que je suis aujourd'hui. Si on met toutes les formations d'immobilier de côté ou toutes les formations académiques, je te dirais les formations de Tony Robbins, OK. ça, life-changing. Genre, il y a eu une formation en particulier que j'ai faite, je pense que ça faisait 3 mois que j'étais dans le monde des affaires. Puis, ça allait vraiment chercher deep down c'était quoi mes croyances limitantes, puis c'était quoi mes peurs. Hmm. Puis pourquoi je réagissais de certaines manières quand arrivaient certaines circonstances. Donc, exemple, moi au secondaire, j'avais un petit groupe d'amis, mais puis, tu sais, j'étais très anxieuse juste parce que, tu sais, il fallait que je performe, je le ressentais. J'avais pas autant de confiance en moi que j'en ai à ce jour. Donc, à ce moment-là, à chaque fois que quelqu'un me disait ah non, finalement, je peux pas faire de quoi avec toi en fin de semaine ou ah non, je peux pas venir étudier avec toi tel soir de semaine, ben moi, deep down, ça me faisait vraiment mal. Tu le prenais personnel. Je la prenais extrêmement personnelle. Puis j'avais pas tant de confiance en moi à ce moment-là. Hmm. Donc, ma valeur personnelle résidait dans le temps que les autres m'accordaient. OK? Hmm. Puis ça, je l'ai découvert. Une chance, j'ai découvert tôt, là, parce que sinon, ça aurait pu. J'aurais Tu clairement serais pas là aujourd'hui. Non, je serais pas là aujourd'hui. Tu sais, puis j'ai eu le déclic avec la formation de Tony Robbins que, OK, tu sais, le temps que j'ai, c'est une liberté. Que les gens veulent prendre de mon temps, comme... Donc, ça a vraiment fait le comme reverse de la pensée que j'avais au début. C'est les gens qui prennent du temps avec toi, choisis-les. Puis laisse-les te choisir pour vrai, à la place de toujours essayer d'aller chercher la validation dans les autres. Cherche la validation dans toi-même. Va prendre le temps de mieux te comprendre, de faire les étapes qu'il faut. Puis quand quelqu'un veut pas prendre de temps avec toi ou quand quelqu'un annule un plan de dernière minute, c'est pas grave. Tu as tellement de choses à faire, tu as tellement de choses à accomplir Mhm. que t'as pas besoin de perdre ton temps à devoir tout le temps aller chercher les gens qui veulent prendre, qui veulent faire de quoi avec toi, tu sais. Ouais. Donc ça a été un switch complet. OK. Wow. Ouais. Peux-tu nous en dire un peu plus? C'est quoi le rôle que ça a joué, ces formations-là, dans ta carrière en investissement? Tu as parlé CIQ, MREX. Ouais. Est-ce que c'est particulièrement ces formations-là qui t'ont aidé à commencer? Tu sais, chez Camera qui s'offre une formation en gestion immobilière. Est-ce que c'est ça que tu as fait au début? La gestion immobilière, ça a sorti récemment. C'est sûr OK. que je le fais présentement pour voir qu'est-ce que je peux intégrer de plus dans mon parcours. Ouais. Mais je te dirais, tu sais, c'est vraiment le fait de toutes les avoir faites ensemble. Puis, encore une fois, je suis sûre que je recommencerai certaines des formations du début, puis j'apprendrai des nouvelles choses. Juste parce Ouais. que ton cerveau, il retient seulement une portion de ce que tu apprends à la fois. Ouais. Donc, tu sais, ça a été le fait de faire la technique en même temps du CQ. Donc, tout ce que j'apprenais comment utiliser des outils dans la technique. OK. Puis j'apprenais comme à quoi ces outils servent
dans mes cours d'investissement avec le club. Donc là, je savais comment T'avais les deux côtés utiliser de la médaille, là. C'est ça, je savais comment utiliser l'outil et je l'utilisais après Oh, ça wow. pour l'investissement directement. Donc, ce bout-là, c'était comme ça a vraiment aidé, puis ça me donnait une longueur d'avance. Parce que là, Ah, c'est sûr, là. je rentrais dedans les formations du club, puis il faut comprendre que genre ça coûte un prix, là, ces formations-là. Ouais, Donc, y a rien de gratuit. quand t'es jeune, tu te démarques. Quand t'es Ouais. une jeune femme, tu te démarques encore plus. Donc, tu peux l'utiliser autant de façon positive que parfois ça peut être négatif. Puis de mon côté, ben là, je savais comment utiliser certaines plateformes ou certains logiciels. On va dire, exemple, JLR, le registre foncier, Centris, Matrix. Donc, toutes ces plateformes-là, ben là, je rentrais dans mes cours en même temps avec le club. Puis, je leur disais, ah ouais, si jamais vous voulez savoir comment telle plateforme qu'on venait de se faire apprendre, qu'on pouvait aller chercher une certaine information, si vous voulez savoir comment elle fonctionne, vous pouvez venir me voir. Je l'ai appris dans ma classe la semaine passée. OK, fait que c'est là que tu venais aller chercher... Ouais. OK. Donc là, j'avais comme j'avais accès à certains masterminds ou j'avais accès à certains événements de réseautage, c'était un peu plus exclusif parce que j'avais une manière d'aller rejoindre les gens plus facilement. Puis, tu sais, aussi, c'est peut-être une manière de penser, mais j'avais l'impression d'être relevant au sein de ce groupe-là aussi. T'avais de quoi apporter, genre. T'es Ouais, pas c'est juste ça. Pas juste la jeune qui vient tirer de l'information de tout le monde. C'est genre, ça. le monde peut venir apprendre de toi aussi. C'est ça. Donc ça, c'était vraiment C'est intéressant. un différent mind game, là, quand t'es rendu là. Ouais. OK. Si on y va côté gestion, tu sais, à 21 ans, t'es déjà propriétaire d'une agence de gestion immobilière. Ouais. C'est quoi les principaux défis auxquels tu dois faire face? Puis y en a-tu un particulier que t'as surmonté puis tu te souviens? Ben, je te dirais, en général, au début, ça a été de mettre des processus en place. Parce que je savais comment gérer, étant donné que je l'avais déjà fait, mais je savais pas comment le verbaliser, mettons, à mes employés. Ça fait comme peut-être 1 an de ça, mais je savais quoi faire dans les situations, mais à chaque fois qu'il y avait une situation qui se passait, là, l'employé devait venir me revoir. Tu leur demandes comment je fais. Comment je fais ça, ou qu'est-ce que je dois faire, ou tatati. Et ça prenait beaucoup d'énergie. Donc, j'ai comme vraiment tout mis ce qui se passe dans ma tête sur papier. Ben, en électronique. Ouais. Parce que sur papier, ça serait pas tant mieux. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait un flow chart là, qu'on appelle avec comme, OK, du début de l'acquisition de clients, qu'il y a des portes, jusqu'à trouver c'est quoi son besoin, jusqu'à régler les problèmes, jusqu'à relouer les logements suite à l'optimisation et ainsi de suite. Là, tout est comme vraiment mis sur papier, vraiment... Tout est écrit, là. Tout est écrit. T'as une question, mais va voir. C'est ça. Donc, c'est ça. Okay. Éventuellement, peut-être intégrer l'intelligence artificielle pour répondre à ces questions-là, pour qu'il y ait au moins comme interaction avec quelque chose, à la place de devoir toujours comme chercher l'information. Ça, c'est peut-être un des next steps. Là, OK, fait créer comme une banque de données avec toutes les informations que tu rentres. Ouais. Tu poses la question, puis... C'est ça, la personne se fait répondre aussi. Tu fais répondre par AI. C'est ça. T'sais, en ce moment, je pense qu'on est assez une petite équipe, puis on n'a pas trop d'immeubles en gestion. Donc, il n'y a pas cette problématique-là. Tu m'en avais dit combien vous en gérez présentement? 250 logements. 250 logements. Ouais. Unité porte? Ouais. 250 portes. Quand même, ça en fait la gestion, ça en fait des moments de pop. Ben, tu sais, c'est pas si pire pour le moment, mais quand je parlais avec d'autres personnes, quand tu te ramasses à gérer 1000, 3000 logements, t'es pas juste une équipe de 5 personnes. Là. Tu montes à 10, 12 personnes. Puis aussi, tu veux pas nécessairement travailler en silo, mais parfois, pour l'intégrité de la business, t'as pas le choix de seulement donner quelques tâches à chaque employé, puis de pas leur donner accès à toute l'information en lien avec ta business, juste pour aider à la belle croissance et éviter des personnes mal intentionnées aussi. Ça n'est pas toujours évident en gestion immobilière. Gérer, que ce soit les investisseurs. Tu trouves c'est qui est le plus... plus demandant? Plus demandant. C'est-tu les locataires ou c'est les propriétaires? Ça, je pense que c'est plus les locataires. C'est les locataires? Ouais. Mais c'est comme c'est pas tous les locataires qu'on peut choisir, hein? Contrairement à mes clients, si, admettons, j'ai un client qui me demande de venir gérer son parc, mais qui veut que je fasse du cash for key pour tout le monde,
puis qu'on recommence à zéro, ben là, je vais dire, tu sais, c'est pas dans mes valeurs. Moi, je fais beaucoup d'optimisation écologique, je vais trouver des solutions un peu plus funky, mais qui sont tout autant bonnes, autant pour la durabilité de la bâtisse que pour le style de vie des locataires. Ouais. Donc, tu sais, je vais pas dire nécessairement oui à un propriétaire qui a pas nécessairement le goût de faire les choses correctement. Puis Ouais. qui Si les pourrait- valeurs ne s'alignent pas, pourquoi aller de Exactement. l'avant? Ouais. Mais ça veut pas dire que mes valeurs s'alignent avec toutes Non, les valeurs non, de tous non, les c'est sûr. locataires, tu comprends? Ouais. Donc, cet aspect-là, j'ai Ouais. parfois des locataires un peu plus difficiles à gérer. Puis, il y en a qui respectent juste pas l'autorité, là. Ouais. Donc, quand on leur dit de faire certaines choses, ça peut être un peu plus Ouais. compliqué, là. Ouais. Tu sais, tu m'avais montré les photos que tu allais voir. Ça, je pense pas que c'était un des immeubles en gestion, mais c'était comme Crack House, là. Ah, non, ça, c'est des immeubles qu'on pensait peut-être acheter. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, non. T'en as pas dans ton portefeuille des immeubles qui étaient croches, que tu as remiré de bord? T'en Ah as-tu? oui, mais ça, c'était pas tout seul. Ok. C'est venu au fur et à mesure des projets qu'on Mhm. on a optimisés. Je te dirais maintenant, je préfère acheter des choses qui se tiennent déjà beaucoup mieux, Mhm. puis de juste remettre la Moins de gestion trouble, en là. ordre. Là. Ouais, Moins que, trop. C'est de c'est- cleaner un 6 logements qui avait un drug dealer, puis si tout le monde est tout croche, c'est puis ça. ça en fait, là. Ça en fait de la gestion là, pour nettoyer tout ça. Là. C'est ça. Parfois, tu vois certains immeubles, t'es comme, OK, moi, j'achèterais pas ça, là, parce que la seule solution que je vois dans un cas comme ça, c'est l'immeuble, genre. Le brûler. Puis de le reconstruire au complet. Non, Ouais. tu sais, je m'embarque juste pas là-dedans. Ok. Ouais. Puis, t'en as parlé brièvement, mais en tant que jeune femme, dans un domaine qui est traditionnellement dominé par les hommes, as-tu rencontré des obstacles par rapport à ça ou est-ce qu'au contraire, t'as vu que c'est plus un avantage pour toi? Je te dirais l'attitude que j'apporte à la situation, c'est d'essayer de le rendre le plus avantageux possible. Mhm. Je suis je vais à des événements de Crew M, là, qui est Commercial Real Estate Women of Montreal. Donc, Ok. ça, c'est un regroupement là, de femmes en affaires, puis qui sont toutes dans l'immobilier commercial. C'est sûr, elles ne sont pas toutes dans l'investissement directement, là, mais tu as un peu de tout. Puis je te dirais, en général, on est 10% là, des femmes dans ce milieu-là, en commercial. Ok. Résidentiel, on est 30%. Ok. Commercial, on est 10%. De ça, c'est de tous les métiers confondus, là. Ok. Donc, notaire, avocat... Courtier hypothécaire, C'est ça. Tout ça confondu, tout ça confondu, 10%. 10%. Wow. Donc, Ok. je te dirais, je l'aborde quand même d'une manière positive. Je fais de mon mieux pour... après, moi, j'utilise le fait d'être jeune et d'être une femme pour me démarquer. Parce que t'as d'autres jeunes gars, mais il y en a déjà quelques-uns. Une jeune femme, je te dirais T'es que... linceul. Ben, d'avoir autant une croissance soutenue pendant un certain nombre d'années, maintenant, le monde, quand ils voient d'autres jeunes femmes, ils sont comme « Hey, t'as-tu parlé avec Caroline? » Ouais, c'est ça. Ils te réfèrent à... Ouais, c'est ça. C'est ça, genre, va lui poser des questions, elle peut peut-être t'aider, puis moi, ça me fait plaisir. Là. Toutes mes mentorées, c'est d'autres jeunes femmes. Ah, cool. Des jeunes gars qui veulent être mentorés, j'y réfère à mes amis, puis je suis comme, faites vos affaires, ça va bien aller. Mais je te dirais, c'est certainement un peu plus difficile. Mhm. T'as pas... Comment je pourrais dire ça? Autant que ce soit des locataires qui peuvent te manquer de respect, autant que ce soit des vendeurs, tu sais... Qui te prennent de haut, là. Ben, soit qui te prennent de haut ou qui essayent de flirter littéralement avec toi, là. Tu sais, moi, j'ai une de mes amies, elle s'est fait pogner les seins pendant qu'elle faisait une visite, là. Genre d'un bâtiment. Puis, genre, je l'ai appelée, j'étais comme « Are you good? Are you correct? Tu vas bien? » Genre, ça. Aïe. Il y a... Moi, je me suis fait à plusieurs reprises, tu sais, quand que je parle « Ah, est-ce que je peux avoir vos coordonnées, tu sais, pour avoir plus d'informations sur la propriété? » Après avoir fait du porte-à-porte ou autre, tu sais, ils font des jokes plates, puis ils sont comme « Ah ouais, tu veux mon numéro, hein? Tu veux qu'on Des se jokes rende? de mon oncle. C'est ça. Tu sais, comme... Garde-les pour toi. C'est ça, c'est pas nécessaire en général, mais c'est pas grave, tu sais. Genre, moi, je me permets de surmonter ça, puis j'ai quand même un bon réseau autour de moi, que si quelque chose m'arrive... Quelque chose t'arrive. J'ai des bonnes ressources
pour parler, tu sais, Mhm. pour partager. Puis je sais que je vais me faire écouter, autant que ce soit des gars ou des femmes, là, des hommes ou des femmes. Mais c'est pas tout le monde qui sont dans cette situation-là. Mhm. Puis, tu sais, il y en a beaucoup, exemple, de jeunes courtiers qui se commencent en commercial puis sont juste plus capables après un certain nombre de temps. Ouais. C'est d'être en mesure d'établir ses limites. Puis de dire que, exemple, moi, je le dis depuis le début, je suis pas dans des réseautages immobiliers pour me trouver un chum. Ou je suis pas tu sais, je suis pas dans des réseautages d'affaires pour ça. Tu sais, moi, je suis là pour apprendre, Mhm. pour partager, pour... Rencontrer du nouveau monde, c'est ça, juste grandir. potentiel investisseur. Exactement. Puis, tu sais, ça Ouais. paraît, je pense, dans ma manière de faire, puis dans ma manière d'agir. Puis c'est pour ça que je pense que ça va quand même bien de mon côté. Mhm. Mais d'un autre côté, tu sais, je peux voir certaines autres femmes ils ont... Même si c'est pas leurs intentions, les gens, comme... Ils les communiquent pas nécessairement leurs intentions assez rapidement. Ouais. Donc, ils se ramassent dans un certain coin. Puis j'essaye du mieux que je peux, mais j'ai pas énormément de notoriété encore pour me permettre d'être le changement à ce niveau-là. Ça va venir. Peut-être. On va espérer. Puis là, tu me parles de gestion immobilière, la prospection. Là, je pense que tu fais plus de prospection trop. Mais en tout cas. La prospection, maintenant, je te dirais, tu sais, tout ce qui est investissement, prospection, gestion, c'est tout regroupé dans regroupé dans gestion immobilière Axelia. Ouais. Là, en plus, tu fais conseil d'administration au Cercle d'Or, t'es rendu avec Explose aussi. Comment tu fais pour gérer ton temps? En plus, tu fais entraînement pour triathlon. Comment tu fais pour gérer ton temps? C'est la gestion de ton agence plus le conseil d'administration. Ben, tu sais, je te dirais, je suis pas tout seul dans aucune des choses que tu viens de mentionner. Donc, de base, ça l'aide énormément. Ça aide. Les bons partenaires, ça aide. Oui, c'est ça. Donc, autant en investissement, j'ai des partenaires, en gestion, j'ai des employés, prospection, même chose. Et puis, dans les CA, c'est minimum 5 personnes. Hein. Donc, overall, ça va assez bien. OK. C'est pas moi qui me prends toute la charge. Je vais aller dans ma zone de génie, puis je vais regrouper le plus possible des tâches que je suis en mesure de aller de plusieurs fronts. T'sais. Donc, exemple, je trouve un contact pour la ville à Laval, OK? Eh bien, à ce moment-là, ce contact-là, quand je vais le rencontrer, je vais poser des questions pour avoir d'autres contacts au niveau de l'immobilier pour déjà avoir un peu plus d'économie au niveau du temps et de recherche. Après ça, c'est sûr que je vais parler par rapport au Cercle d'Or, dépendamment de c'est quoi qu'on vise. Ouais. En ce moment, tu sais, le siège social des Cercles d'Or, qui est un OBNL qui aide les jeunes entrepreneurs à sortir de la solitude, là, pour les gens qui ne savent pas. Ben, le siège social est à Laval. On fait des événements maintenant à Laval, Montréal, Québec puis Trois-Rivières. Trois-Rivières aussi vient de commencer. Mais moi, je m'occupe juste des événements à Laval. Puis juste pour les événements à Laval, on est 5. Puis même chose dans chacune des villes. Donc, moi, je vais être là au début, je vais être là jusqu'à la fin du réseautage, mais comme de publiciser le réseautage, de prendre contact avec les gens qui sont intéressés par assister à l'événement, tout ça, je suis pas tout seul. Donc, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus de coordonner le tout. Tu arrives à gérer tout ça relativement bien vu que tu as une petite équipe avec toi. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, pour Explose, même chose. Moi, je m'occupe surtout d'apporter la nouvelle vision, de s'assurer que autant que les femmes, que les jeunes, ils se sentent inclus dans Explose. Donc, puis aussi, après ça, de donner mon temps là, pour tout ce qui est les événements, puis faire un peu de bénévolat à ce niveau-là. Mais ça change pas beaucoup de ce que je faisais avant. T'sais, avant, je faisais juste du bénévolat dans plein d'organismes, d'entrepreneurs, puis je voyais comme où est-ce que ça allait mener. Là, maintenant, je suis dans Explose, j'ai des parts, puis en échange, ben, je donne un montant, mais en bout de ligne, c'est surtout de centraliser tous mes réseaux à un endroit. Là. Ouais. C'est beaucoup plus facile quand tu sais que tout le monde vient à toi de toute façon pour réseauter chez Explose ou c'est ça. accès, peu importe. Exactement. Donc, tu sais, avant, j'allais peut-être à 2-3 événements différents de différentes organisations par semaine tout le temps. Ça l'en fait, ça. C'est ça, tu sais, puis de faire un suivi avec tous ces gens-là tout le temps aussi.
Maintenant, d'avoir un endroit où les centraliser, toutes ces personnes-là, ben, c'est beaucoup plus facile là, de comme apprendre à les connaître beaucoup mieux puis de créer des vraiment bonnes relations qui vont perdurer. Ouais. OK. Puis c'est quoi, selon toi, ces expériences-là dans les conseils d'administration t'ont apporté jusqu'à date? Ben, c'est surtout l'impact social que je sais que ça crée, là. Mhm. Donc, nous, on aide beaucoup au niveau, tu sais, comme je l'ai dit là, santé mentale, entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Donc, c'est beaucoup à ce niveau-là de savoir que je suis vraiment alignée avec ma vision puis mes valeurs quand que je suis dans ces espaces-là. C'est plus ça que je te OK. dirais que ça m'apporte. Sinon, c'est beaucoup redonner. Tu sais, ça va pas nécessairement me rapporter des clients en tant que tel. Oui, parfois certains investisseurs, certaines opportunités par la bande, mais je le fais pas nécessairement pour ces raisons-là. OK. Ouais. OK. Puis si on y va, on retourne côté investissement immobilier. Vas-y. Bon, l'immobilier, c'est un domaine qui est constante évolution, si on peut dire. Comment ça fait pour rester informé des tendances du marché? Puis est-ce que ces tendances-là, ben, ils influencent tes décisions au niveau investissement? Faut comprendre en ce moment, là, en investissement, puis là, tu sais, je vais essayer de le dire le plus basique possible. Il y a des organisations qui ont le monopole dans le financement. OK? Puis, il faut comprendre qu'en immobilier, moi, je suis pas rendue au stade où est-ce que je peux payer mes immeubles cash ou me contenter d'avoir un rendement en bas de 10%. Parce que si je pourrais avoir un rendement en bas de 10%, je vais aller placer mes choses dans la bourse, puis ça va être beaucoup plus simple à ce niveau-là. Donc, on utilise ce qu'on appelle l'effet de levier. Puis l'effet de levier, il est créé par quoi? Des institutions financières, des banques ou des assureurs hypothécaires. Puis, en gros, en ce moment, chaque banque puis chaque institution financière ou assureur hypothécaire a leur façon de faire et change d'idée aux 2-3 mois. OK. OK? Ça, c'est challengeant, là. Non, c'est ça, parce que la stratégie que tu as, il faut que tu l'adaptes constamment. Parce que, tu sais, au début de l'année 2024, on n'avait plus le droit de refinancer des prêts privés avec la SHL. Puis, tu sais, les projets faisaient juste plus de sens parce qu'on n'était pas capable de se rembourser. Puis là, en mois de juin, ben là, ça a changé. Là, on a le droit, mais là, on n'a plus le droit d'aller chercher plus de points au niveau de certaines structures de financement quand on est écologique. Donc là, faut que tu changes faut toujours que tu changes de structure. Donc, je te dirais, ça, c'est l'aspect le plus difficile dans tout ça. Puis, je peux pas nécessairement avoir une façon de faire que je sais que je vais pouvoir répéter pendant les 10 prochaines années si je vais être en mesure d'avoir la même croissance que j'ai présentement. Il faut que je me conforme à ces tendances de marché-là que chaque institution décide de faire. Comme, voilà, peut-être 1 an et demi, c'était plus facile d'acheter des Ciplex en bas d'1 million au commercial. Et ça, c'est une certaine nomenclature là, pour un style de prêt. Mais maintenant, si ton prêt est en bas d'1 million, ben attends-toi de devoir prendre un 6 mois là, de délai de financement là, pour être en mesure de le faire avec le moins de mise de fonds possible. OK. Donc là, ben, tu apprends de ça, puis tu ajustes aussi tes stratégies parce que le but, c'est vraiment de faire le moins patienter ton vendeur possible, puis d'essayer le plus possible d'être gagnant dans les situations. Donc, il faut toujours devenir de plus en plus. Toujours s'adapter, là. Ça change tout le Exactement. temps. Puis c'est ça. Mais j'ai des bons prêteurs, j'ai des bons courtiers hypothécaires. OK. Donc, je leur pose toujours des questions avant de faire une offre d'achat sur OK, en ce moment, ça ressemble à quoi? Parce que je vais pas suggérer la même manière d'acheter la propriété si on n'est pas capable de faire les choses correctement. Dépendamment de c'est quoi l'appétit des banques en ce moment. Là. Donc, c'est toujours poser des questions. Puis aussi, les courtiers immobiliers, ils donnent beaucoup d'informations. Là. Ouais. Donc, quand tu es rendu à un certain point, ben tu poses toujours des questions puis tu gardes des bonnes relations avec les gens qui t'entourent. Là. OK. Puis en gestion immobilière, ça doit comment dire, ça implique de nombreux aspects, comme on a dit pendant tantôt, la gestion des locataires, le financement, jusqu'à l'entretien des immeubles, des propriétés.
Peux-tu nous parler un peu de ton approche en tant que gestionnaire immobilière, puis comment tu t'assures que tout fonctionne bien? Ouais. Donc, en gros, je te dirais, nous, on mise beaucoup sur la transparence avec nos propriétaires. Puis on s'assure, on utilise Plexflow comme logiciel de gestion. Puis chaque propriétaire peut voir qu'est-ce qui se passe en termes de tout. C'est sûr, les logiciels en soi, là, ça l'aide d'avoir une belle structure, Mhm. mais la transparence aussi avec les propriétaires, ça permet d'avoir beaucoup moins de questions de la part des propriétaires. Parce qu'ils voient en temps réel ce que tu fais. Hmm. Donc, autant de notre côté, on sait où est-ce qu'on en est rendu dans tous les projets qu'on fait. Parce que là, genre, on a l'interface principale, puis chaque propriétaire qu'on fait la gestion Ouais. pour a leur propre interface personnelle reliée à leur propre compte en banque, reliée à toutes leurs choses. Donc, après ça, c'est beaucoup plus facile de mener un projet d'un point A à un point Z parce que dès qu'il y a quelque chose que eux voient qui manque ou dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on est capable de communiquer beaucoup plus facilement en lien avec les étapes là, de la gestion. Puis, je te dirais, après ça, c'est beaucoup d'avoir les processus en place, puis de standardiser tout ça. Là. Tu sais, quand tu fais un onboarding client, au début, on était beaucoup plus flexible, je te dirais. Puis là, on allait utiliser beaucoup plus le logiciel déjà en place par les clients ou les processus déjà en place par les clients. Mais à un certain point, on voyait que c'était beaucoup trop de trouble d'essayer de se conformer à la façon de faire de tout le monde. Là, tous les clients différents, ils ont tous un système différent. Il faut que tant que tu réapprennes un nouveau système, c'est ça. Donc ça va être pénible. là, on a dit comme, OK, bon, regarde, on va prendre tel type de client, on va leur dire que c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis si absolument ils veulent qu'on fonctionne d'une manière différente, là, on peut faire quelques petites petits rajustements Des ajustements, ouais. dans la façon qu'on fait. Ouais. Mais overall, on fait juste tout mettre dans la même chaîne de processus. Comme ça, on est capable de multitasker. Puis, admettons, on sait que quand on s'en va dans telle région ou quand on contacte, je sais pas, la ville pour tel type de permis, ben là, on s'assure de demander tous les permis de tous les projets qu'on a en cours. Là. Ouais. Pas de devoir répéter À chaque les fois, rencontres. C'est ça. Ouais. OK. C'est quoi, selon toi, les compétences ou outils que tu trouves essentiels pour réussir en immobilier? Ben, je te dirais, c'est surtout des professionnels, de t'entourer des bonnes personnes, puis d'être fidèle à ces gens-là aussi. Là. Ouais. Tu vas voir, j'en vois beaucoup, puis je pense que c'est ça qui différencie beaucoup le monde de l'immobilier du monde de l'entrepreneuriat. En entrepreneuriat, les gens, ils vont parfois pas nécessairement garder les mêmes fournisseurs, changer d'un fournisseur à l'autre, puis c'est pas la fin du monde parce qu'il y en a tellement qui existent. Mais en immobilier, c'est tellement un petit monde que si tu changes tout le temps de fournisseur, si tu changes tout le temps de contracteur, si tu changes tout le temps de courtier, tout ça, ben à un moment donné, ça se sait. Puis tu vas plus Tu vas te brûler. Là. C'est ça. T'sais, les gens, ils vont plus te prendre de manière autant crédible. Mm. Donc, d'avoir des professionnels, puis de t'assurer dès le début que tu veux faire affaire avec ces professionnels-là. Puis si tu fais pas affaire avec eux, ben de le communiquer pourquoi tu fais pas affaire avec eux, pour pas qu'après ça, ça commence à raconter des histoires pour rien. Là. OK. Ouais. Puis selon toi, c'est quoi les critères que tu choisis ou tu regardes en particulier pour un nouvel investissement immobilier? Puis comment tu fais pour évaluer tes projets qui pourraient être potentiellement risqués? Je te dirais, en ce moment, moi, je suis beaucoup dans le middle market. Là. C'est si on parle juste d'investissement que moi, je fais. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi middle market? Middle market, c'est entre 20 à 100 unités. 20 à 100 unités. Ouais. OK. Donc, j'étais allée chercher en fait des investisseurs qui étaient en mesure d'acheter ça. Donc, du monde qui ont beaucoup de capitaux de disponibles. Donc, c'est là-dedans que je navigue beaucoup. Puis, il y a une certaine manière d'aller regarder ça. Il y a pas énorme. Il faut comprendre, le middle market, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est trop petit pour qu'un REIT ou un gros family office veuille l'acheter. Mm-hmm. Souvent, ça va être encore des immeubles qui sont en bois et briques. Donc,
c'est des immeubles qui nécessitent plus d'entretien, plus de gestion. Donc là, encore une fois, tu enlèves une bonne partie des gens qui voudraient l'acheter. Parce que faut comprendre que les family office ou tout ça, ils vont surtout aller vers des immeubles en béton parce que ça nécessite pas beaucoup de gestion à long terme. Il y a moins de problèmes d'eau. Il y a Moins de composantes qui peuvent... C'est ça, exactement. Okay. Ouais. Puis après ça, quand tu dépasses le 20 unités, là, tu vas pas chercher les monsieur, madame, tout le monde qui veulent investir en immobilier dans S'acheter un 6plex ou un 8plex. Exactement. Dans une autre game. Là. C'est ça. Okay. Donc, tu tombes dans le même bassin des autres immopreneurs. Là. Donc, puis c'est tout du monde qui se connaissent à peu près. Là. Donc, autant tu peux racheter... Tu fais le tour à un moment donné. C'est ça. Donc, puis il y a quand même un gros bassin d'immeubles qui tombent dans cette catégorie-là. Puis, donc là, tu vas voir, il y a plus d'offres qu'il y a de demandes habituellement. Donc, tu es capable d'aller acheter à des prix qui font beaucoup plus de sens pour le nombre de cash flow que ça peut rapporter. Ouais. Donc, moi, c'est ça que je vais regarder. Je regarde tout le temps de m'assurer c'est quoi le potentiel des blocs sans que j'aie besoin de mettre personne dehors. Donc, quel service que je peux rajouter? Quelle dépense que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux faire avec la bâtisse en soi sans toucher aux locataires directement qui vont rendre l'investissement de plus en plus intéressant. As-tu des exemples de ça? Mettons tout ce qui est ajouter des thermopompes. Okay. Faire enlever, exemple, des tanks au mazout, faire des transformations électriques là, pour les systèmes de la bâtisse, que tu chauffes plus au gaz et que chaque locataire paye pour son électricité utilisée. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que la bâtisse peut prendre énormément de valeur en peu de temps sans toucher au quotidien des locataires. Ou presque pas, là, comme sans toucher négativement au quotidien des locataires. Donc, souvent, c'est vers ces solutions-là qu'on va s'enligner ou d'aller trouver des bâtiments avec des terrains ou des bâtiments en soi qui sont contaminés. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai un de mes partenaires qui a beaucoup plus d'expérience là-dedans. Donc, ouais. Donc, tu sais, là-dedans, c'est le fun parce qu'on va vraiment... On peut négocier beaucoup plus avec les vendeurs parce que pour eux, ils n'ont souvent pas les ressources ou les technologies. Pas de connaissances. C'est ça, pour rendre l'immeuble plus durable, plus vert. Donc là, on est comme, OK, nous, on va acheter, on va trouver les manières avec un plan bien précis de comment rentabiliser l'immeuble. Puis, s'il y a du monde qui part ou s'il y a des locataires qui veulent telle amélioration dans leur logement, qui veulent une salle de bain rénovée ou qui veulent des nouveaux planchers, là, on va le faire après avoir une discussion avec eux, mais on va pas leur pousser à faire des changements s'ils le veulent pas. Là. OK. Puis si l'investissement n'est pas rentable sans que tu aies eu besoin de faire les choses un peu plus cow-boy, on va juste pas le faire. Là. On va pas aller acheter quelque chose qui va nous mettre des bâtons dans les pieds. Je reçois tellement d'opportunités à chaque semaine. Je regarde tellement de choses à acheter à chaque semaine que je me dis, je peux être dans la game pendant encore 40 ans. Là. Donc, tant qu'à faire les choses, on va les faire bien. Ouais. On va acheter des actifs qui sont intéressants. Puis, les immeubles qu'on achète sont en bas des valeurs économiques. Donc, en gros, on achète des immeubles en bas de ce que leur propre loyer présentement rapporte. Donc, en bout de ligne, les opportunités qu'on va acheter, on va s'assurer que ça ne fasse pas de pression négative à personne. Puis ça protège quand les taux d'intérêt augmentent. Ouais. Parce que là, t'es pas plus stressé. T'es pas déjà à côté, t'as de la marge pour... Exactement. Tu peux te dire comme, on peut garder l'immeuble pendant 10 ans, puis s'il y a personne qui passe, c'est pas la fin du monde. Là. Donc, ça. Sinon, je vais acheter souvent des petites unités, parce que ça, il y a un roulement des genoux naturels qui se fait plus rapidement. Donc, plein de trucs comme ça. Je dirais que c'est beaucoup ça que je recherche, parce que je me dis, c'est ça, j'ai pas d'impact négatif sur des gens.
Puis j'ai pas non plus le goût, puis... De faire je des serais- rénovations. Puis Non, c'est ça. Je serais pas capable de dormir la nuit si je faisais ça. Hmm. Puis même légalement, là, comment que j'achète mes blocs, je peux pas reprendre un logement pour moi. Parce que je suis dans une compagnie, puis j'ai des partners le 3/4 du temps. Donc, je me dis, gars, tu sais, je fais pas exprès d'acheter avec des stratégies de ce genre-là non plus. Ouais. Ouais. Tu restes aligné avec tes valeurs. Exactement. Puis ça, c'est Mauvais. important. Peut-être toi, on parlait un peu de religion, là, la dernière fois, je te parlais. Mhm. Ben, tu sais, moi, je suis pas nécessairement très croyante, mais... Au moins, tu as des bonnes valeurs. C'est ça, mais je te dirais, je crois quand même qu'on a tout un karma, puis qu'on a tout, on a tout Ouais. l'univers qui nous check, là. Mhm. Donc, à ce niveau-là, de faire les choses alignées, tu vas te sentir beaucoup mieux en tant que personne que si tu cherches à faire de l'argent à tout prix. Parce Tu que, commences à jouer croche, tu vas le sentir à un moment donné. ouais, c'est ça. Ça va te rattraper. Ça va Ça toujours finit toujours te par te rattraper. Ça, s'il y a bien une chose à retenir, c'est ça. Ouais. Ça te rattrape toujours. Exactement. On avait parlé la dernière fois quand on s'était parlé, mais ta vision pour l'avenir, Ouais. long terme, Ouais. puis des conseils. Tiens, en regardant l'avenir, là, c'est quoi tes objectifs court terme, long terme, en tant que investisseur immobilier ou entrepreneur? Ben, je te dirais, c'est sûr, je vais toujours être impliquée pour des causes sociales. Probablement que, mettons, on va commencer par le court terme, puis on va aller vers le long terme après. À court terme, là, ça serait de doubler le nombre de logements que j'ai sous gestion. On a l'infrastructure qui le permet présentement, puis c'est quelque chose qui me propulse beaucoup. Ça drive, là? Ouais, je te dirais que les clients que j'ai présentement, puis ceux que en ce moment je suis en train de négocier, c'est surtout du monde qui sont en hyper croissance, là, qui ont déjà un bon parc, mais qui ont des objectifs aussi ambitieux. Puis je te dirais, c'est d'aller chercher ces clients-là parce que je peux grandir avec eux. Je peux devenir leur département de gestion à l'interne de leurs objectifs. Puis de cette manière-là, ben, on est en mesure de faire vraiment des belles équipes. Donc, ça, à court terme, trouver plus de clients qui ont ces objectifs-là, puis de grandir avec eux, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. À moyen terme, admettons, dans comme un 5 à 10 ans, ça serait au niveau investissement, partir un fonds dispensé, là. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses que je vais devoir mettre en place légalement, puis tout, puis ça, j'en suis très consciente. Donc, c'est pas pour demain matin. J'ai encore beaucoup d'étapes à franchir, beaucoup de marches à monter avant de me rendre là. Mais c'est quelque chose qui me drive quand même beaucoup parce que y a pas énormément de femmes que je connais à la tête de fonds d'investissement. Puis si je peux être un exemple pour la future génération de badass women qui vont rentrer dans le milieu, ça peut être vraiment le fun. Puis à long terme, ben je te dirais, commencer graduellement peut-être à investir dans d'autres provinces, d'autres pays, là. Puis de là, voir comment que ça fonctionne. Mais ça va prendre un peu plus de temps puis d'analyse. En ce moment, je connais un peu comment que ben, c'est sûr, le Québec beaucoup, un peu comment que les États-Unis, puis un peu comment que la France fonctionne. Donc de là, pouvoir élargir peut-être mon champ d'expertise dans ces pays-là. Mais ça, c'est dans peut-être plus un 15-20 ans, là. OK. Ouais. J'ai bien hâte qu'on fasse un podcast dans 15-20 ans. Tu vas être rendu à l'international, tu vas avoir un fonds d'investissement. Ça va être cool, ça. On va voir, ça va I can être see it. cool. I can see it. C'est quoi les plus grands défis auxquels le marché immobilier fait face en ce moment, selon toi? Ben, moi, j'ai l'impression qu'avec la baisse des taux d'intérêt, il va y avoir probablement des surenchères sur ben des actifs immobiliers. Parce que là, avec la baisse des taux d'intérêt, ça veut dire beaucoup de gens qui ont accès à des capitaux qui avaient plus accès depuis la dernière année et demie, les derniers 2 ans. Donc ça va être les gens qui vont vouloir rentrer dans le marché en ce moment puis qui se sont dit « Ah, ben, j'attendais que les taux d'intérêt baissent avant d'investir. » C'est sûr qu'ils vont s'en manger une claque
assez, là. Ouais. Parce que tout le monde va investir en même temps que toi. C'est ça. Mais c'est ça, là. C'est pour ça, j'ai aimé le fait de pouvoir m'adapter au fur et à mesure que le marché change. Mhm. Parce que ça me permettait d'aller chercher le meilleur de chacune des situations au fur et à mesure que ça arrivait. Ouais. Donc ça va être un gros enjeu. Il y a aussi l'enjeu du fait que on a... Puis ça, beaucoup de gens l'ont vu, là, je te dirais, dans les derniers 2 ans, les condos là, au centre-ville de Montréal se sont pratiquement pas vendus. Ouais. Il y a eu énormément de choses qui se sont construites, Puis mais ils sont, c'est ça, font faillite ou ouais, sont vacants. sont vacants. Donc, je te dirais la strate des gens qui cherchent des... Il y a une grosse crise de logement abordable. Donc, tout ce qui est en bas de 1500 $, exemple, à Montréal, ça va se louer en 2 minutes. Mhm. Tout ce qui est en haut de ça, ben, il y a beaucoup de vacances dans ce bracket de logement de luxe-là. Puis, il n'y a pas nécessairement de réajustement qui se fait. Parce que, selon les acteurs du marché, ça bouge pas beaucoup à ce niveau-là. Donc, on a beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent à Montréal ou des gens qui cherchent des logements, des ménages qui se séparent, tout ça. Puis, il manque un peu de... C'est comment que quelqu'un l'avait dit? Ouais, je pense que c'est Jeff Tremblay, il expliquait. En ce moment, c'est comme on a un peu comme un ascenseur. Toutes les penthouses, tout ça, il y en a énormément. Si tu veux un penthouse, on va te le donner. T'sais, en haut de l'ascenseur, t'as le choix que tu veux pour les logements que tu veux. Puis après ça, t'arrives, puis entre les deux, il n'y a rien. Puis t'as juste la strate en bas de gens qui, en ce moment, sont... On n'a pas une belle, nécessairement, économie pour aider les personnes qui sont pas ultra pauvres, mais qui sont pas riches. Hmm. Donc, tu sais, si tu gagnes en bas de 20 000 $ par année, il va y avoir de l'aide pour toi, là, t'en fais pas. Mais si t'es entre les deux, là, t'as genre 2 jobs à temps plein, au salaire minimum, tout ça, t'as certains enjeux au niveau de ta vie, t'as des dettes à rembourser parce que ça arrive, Mhm. ben là, tu te ramasses un peu dépourvu d'aide ou dépourvu de moyens. Puis, c'est pour ça que je pense qu'il y a autant d'aide pour créer des logements abordables, puis il y a une grosse pression qui se fait dans cette direction-là. Puis j'ai l'impression que tant que ce problème-là n'a pas été réglé, les aides rapides pour la construction de logements ou pour la partie plus éco-énergie qu'il y avait avec certains programmes là, qu'on a vu arriver, tant que cette crise-là n'est pas réglée, au niveau immobilier, on va moins penser au reste. Hmm. Donc, on met beaucoup l'accent sur l'abordabilité, sur le social à court terme. Puis, ça va faire qu'on décale un peu le problème là, de la durabilité ou de l'écologie parce qu'il faut comprendre la construction puis l'immobilier, ça représente quand même énormément de création là, de tout ce qui D'emploi. est... Non, des déchets thermiques, tout ça. OK, Ouais. je comprends ce que tu veux dire. Désolée. Oh, ça Ok. ligne peut-être pas Ouais. dans la même direction. Ok. Mais c'est ça. Donc, ça crée énormément de pollution. Ouais. Puis, on met pas nécessairement l'emphase sur régler ces problèmes-là Mhm. tout de suite parce qu'on a un autre problème qui est le manque de logements Mhm. en ce moment. Mais on a beau créer plus de logements, si on le fait pas de manière réfléchie, Ouais. ça va juste créer un autre problème qu'on va reporter dans le temps. Ouais. Ouais. Il faut juste se repousser à demain, mais c'est comme demain, ça va avoir une méchante bouchée à avaler, là. Exactement. Ouais. OK. T'es encore jeune. Mhm. T'as déjà accompli beaucoup en immobilier. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut commencer dans l'immobilier à un jeune âge? Je te dirais, c'est d'acheter le plus rapidement leur propriété à eux tout seuls. Si c'est bien une chose que j'ai appris par la force des choses, c'est ça. Je l'ai pas fait, mais j'aurais dû. Tu sais, plutôt acheter mon premier duplex, triplex, quadruplex. Mhm. Donc, ça, je dirais, c'est le conseil que je peux leur donner parce qu'après ça, ça va leur donner une liberté qu'il n'y aurait pas eu si ils se seraient associés ou qu'ils se seraient mis en partenariat autant tôt dans leur parcours. Fait que
Mettons, tu avais la possibilité de revenir en arrière puis de changer une seule décision que tu as prise depuis tes débuts en entrepreneuriat, ce serait quoi? Ça serait ça. Ce serait ça. D'acheter mon premier Plex à moi tout seul plus tôt. Là. Hmm. Tu sais, j'ai attendu jusqu'à mes 20 ans là, avant d'acheter mes premiers immeubles à moi tout seul. Puis maintenant que je sais comment le faire, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Je pense que j'avais une limite ou un blocage mental, mais j'aurais pu demander à certaines personnes autour de moi de l'aide ou... Tu veux-tu nous parler un peu de comment tu as fait l'acquisition de ton premier immeuble à toi tout seul? À moi tout seul, tu vas peut-être trouver ça drôle, mais j'avais pas la valeur nette pour l'acheter. J'ai acheté un sixplex, puis j'ai dû demander à quelqu'un de ma famille de me cautionner. Parce que j'avais pas... En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est... moi, je voulais tellement avoir des parts dans des immeubles que j'étais ni administratrice, ni majoritaire dans aucun des bâtiments que j'ai achetés. Comme jusqu'à cette année. Donc là, je me retrouvais à avoir aucun contrôle sur ces actifs-là s'il se passait quoi que ce soit. Ce qui fait que la banque, elle considère même pas ça sur ton bilan, là. Puis que tu parles à la SCHL, que tu parles à un prêteur privé, tout le monde... Ils le voient pas comme étant c'était à Caroline, cette partie-là. Exactement. Tu sais, contrairement à des parts de portfolio à la bourse que tu peux liquider n'importe quand si tu en ressens le besoin, ça arrive. Dans des blocs, c'est pas la même chose. C'est physique pourtant, mais c'est pas liquide. Donc, ça a fait que j'avais l'argent, mais j'avais toujours réinvesti dans d'autres blocs en partenariat avec des gens sans être administratrice ou majoritaire. Ce qui faisait que là, je me ramassais à acheter mon premier 6. J'avais l'argent, mais j'avais pas la valeur nette. Donc là, j'étais comme, bon, ben il va falloir que j'aille trouver quelqu'un qui puisse m'aider là-dedans, puis pouvoir l'acheter. Puis donc là, j'ai demandé à des gens de ma famille. C'est sûr que le fait qu'ils m'ont vu que j'avais fait d'autres projets avant, ça les a mis en confiance. C'est sûr que ça aide. C'est sûr que ça l'a aidé, mais ce bloc-là, tu sais, il est financé au coton, puis il va falloir que j'attende encore un petit bout avant de commencer à pouvoir le prendre pour aider d'autres projets ou leverager cet immeuble en particulier, là. Ouais. OK. Puis si on y va, mettons, sur les projets, on en a parlé brièvement tantôt, mais sur les projets ou les initiatives qui te passionnent particulièrement, que ce soit en immobilier ou carrément dans un autre secteur, mettons, si tu veux investir dans un autre secteur que l'immobilier, ce serait quoi? Investir? Ouais. Je connais trop l'immobilier, j'ai l'impression. Tu connais trop l'immobilier? Je connais trop l'immobilier. Y a-t-il un autre projet, mettons, une autre industrie qui te passionne aussi? Je te dirais non. OK. All-in. All-in. Ben, tu sais, je vais redonner de mon temps à des œuvres de charité, à des OBNL, à des procès... Ben, pas à des processus, mais à des choses liées à l'entrepreneuriat. Donc, tu sais, je vais redonner de mon temps pour faire des conférences dans des écoles, je vais redonner de mon temps pour créer des événements puis aider dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, peut-être l'événementiel, je pourrais dire. Mais ça, c'est parce que j'ai ma meilleure amie qui travaille là-dedans, là, donc je suis un petit peu... T'es biaisée, là. Je suis biaisée. Tu sais, ben, j'ai quand même mon CELI, mes REER, puis mon... Mais quand tu regardes, c'est immobilier, c'est juste ça. C'est ça. Tu sais, admettons, on en avait déjà parlé, puis je sais que toi, t'étais beaucoup dans le racheter d'autres entreprises, tout ça. J'y ai pensé pendant un bout, mais je te dirais qu'en immobilier, si tu te diversifies trop, tu perds un peu la crédibilité au niveau de tes investisseurs. Donc, ils vont préférer que tu sois all-in. Puis, j'ai une compagnie, mais en gestion immobilière. Ouais. J'ai pas comme... Tu restes tout le temps dans le même secteur, dans le même domaine, là. Exactement. Tu diversifies pas trop, là. Tu t'éloignes pas, là. Non, c'est ça. Okay. Puis, je pense pas que ça sera à mon avantage non plus. Puis, même en immobilier, tu sais, j'essaie de faire un projet à la fois, et de me concentrer au plus possible, d'y aller une étape à la fois. Parce qu'il y a plein de gens là, qui se sont éparpillés énormément, puis ils se sont perdus là-dedans, puis si tu essaies d'avaler le burger complet, tu vas t'étouffer, hein? Fait que
Ouais. Une bouchée à la fois. Une bouchée à la fois. Donc, c'est pas mal ça. Mais OK. ouais. OK, intéressant. C'est le fun de voir ta vision des choses, que tu es vraiment juste immobilier. J'aime ça. Si on parle de l'impact, parce qu'on en a parlé la dernière fois, Ouais. c'est quoi l'impact que tu aimerais avoir sur le marché immobilier ou dans le domaine des affaires en général au Québec Au Québec, dans les prochains 10 ans? ben, je te dirais de tout l'aspect de redonner une voix à notre génération, redonner une voix aux femmes en entrepreneuriat, en immobilier. Je pense que c'est super important. En ce moment, il y a comme une dissonance entre les générations. Que moi, je vois beaucoup, là. Ma manière de faire les choses, tu sais, on me le dit souvent, ah ouais, mais t'as une maturité, tu sais, pour ton âge. Puis de mon côté, je vois autant. J'ai des interactions avec quelqu'un qui peut en avoir 80 parce que j'achète son bloc. Autant que j'ai des interactions avec certains fournisseurs qui sont dans la trentaine, quarantaine. Mhm. Autant j'ai des interactions avec d'autres jeunes qui commencent leur premier pas en entrepreneuriat ou en immobilier. Puis quelque chose que je remarque, c'est chacun a un discours très différent. Puis ça, je pense qu'on en avait parlé, il y a un gros transfert de richesses qui se fait en ce moment entre les baby boomers et les générations qui vont s'en suivre. Mhm. Puis en ce moment, il y a trop de choses qui se vendent, il y a trop de transferts qui se fait pour juste une des générations en dessous de la génération des baby boomers. Donc, il faut que tout le monde qui soit entre l'âge de 20 à 60 ans soit capable de s'entendre et de se regrouper, de s'entraider pour aider à ce qu'il y ait une continuation. Continuité. On va y arriver. Let's go le français. Continuité avec l'entrepreneuriat qu'on a déjà au Québec. Mhm. Parce que malheureusement, il n'y a pas assez d'entrepreneurs en ce moment. Comme des nouvelles générations. C'est quelque chose qui est en déclin. Là. C'est sûr que moi, je le vois pas nécessairement parce que je suis entourée d'entrepreneurs à longueur de journée puis tout le temps. Mais ça reste que les statistiques, c'est ça qui démontre. Il y a soit que c'est la barrière à l'entrée, elle est trop haute, soit moi, ce que je remarque beaucoup, c'est les jeunes, on n'a pas la même manière de percevoir la richesse que quelques générations avant nous. Mhm. C'est beaucoup, beaucoup moins présent de juste vouloir faire de l'argent pour faire de l'argent. Les gens, ils veulent avoir un impact, ils veulent avoir l'impression de faire de l'immobilier avec une cohérence ou de l'entrepreneuriat avec une notion de durabilité. Mhm. Parce qu'on sait que le capitalisme, juste capitalisme pur, n'est pas nécessairement favorable à la société. Faut penser puis à apporter une nouvelle manière de voir les choses qui, oui, est en mesure d'être sain pour l'économie, mais aussi durable et pérenne dans le temps. Là. Faire de l'argent pour faire de l'argent pour la génération Z, j'ai l'impression que c'est plus du tout d'actualité. Là. Les gens le voient, puis ils décident de faire les choses autrement, ce qui fait que probablement qu'ils ont une moins grosse croissance que d'autres générations avant, où ils font plus d'erreurs parce que c'est leur nouvelle manière d'innover. Mais je pense de fortifier les manières que chaque génération sont capables de communiquer entre elles pour être sûr qu'en bout de ligne, ça soit pérenne puis qu'on soit en mesure de vraiment améliorer les choses. Là. OK. Ouais. C'est intéressant d'entendre ton point de vue là-dessus. J'aime ça. Avant que j'aille avec les questions rapides pour conclure, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aimerais qu'on parle? Ouais. Ben, je te dirais comme, admettons, si on y va un petit peu pub des choses que je représente, là, je dirais en ce moment, avec les points de vue entrepreneuriales puis les organismes avec qui je suis impliquée, je dirais on cherche beaucoup de voir des manières créatives, que ce soit avec autant des organismes déjà existants, autant des plus niveau gouvernemental, mais trouver des manières de créer des solutions pour la santé mentale au niveau des entrepreneurs. Donc,
en ce moment, avec les cercles d'or, on est au point où est-ce on a besoin d'un extra step pour scaler. Donc, là, on s'enligne pour vouloir engager un premier directeur général pour avoir quelqu'un qui est là à temps plein à développer la vision puis la mission là, de l'OBNL. Donc, toute aide qu'on peut avoir à ce niveau-là, toute ressource qu'on peut avoir aussi, ça serait pertinent. Puis niveau explose, en ce moment, on n'a pas nécessairement autant d'intervenants ou de psychologues qu'on aimerait en avoir pour la confrérie là, que tu avais déjà été, là, qui est tous les lundis. On est un groupe de soutien pour les entrepreneurs, un endroit où est-ce que les gens peuvent vraiment parler puis partager par rapport à leur point de vue, comment ça se passe dans leur journée. Parfois, c'est plus positif, parfois, c'est plus négatif, mais on est plus dans un mode écoute là, qu'un mode mastermind. Ouais. Puis, en ce moment, on te dit, OK, mais c'est quand, par exemple, notre intervenante principale n'est pas disponible, intervenante sociale qu'on a, qui est là pour animer les discussions, ben comme on peut pas tout le temps être en mesure de faire... Ce serait fun d'en avoir une couple en banque, parce que la première répond pas, tu peux appeler la deuxième. C'est ça, puis répond aussi pas, être en tu passes mesure troisième. de prendre le concept que ça s'appelle la confrérie, là, c'est gratuit, mais apporter ce concept-là à d'autres endroits dans la province, pas juste pour les gens du Grand Montréal. Là. Ouais. Donc ça aussi, là, on voit que ça l'aide beaucoup. On a beaucoup de gens qui trouvent du réconfort là-dedans, parce que c'est pas tout le monde qui a un entourage qui est toujours positif, là. Donc, je te dirais, ouais, ça serait comme les 2 trucs que je recherche présentement pour aider niveau santé mentale et entrepreneur. Ouais. OK, ben, c'est bon que tu en parles. Je suis content d'avoir posé la question. Eh oui, merci. Si on y va avec les questions rapides, Ouais. prends une petite gorgée d'eau, là. On va te shooter ça. Donc, question rapide. Ouais. Le meilleur investissement immobilier que tu as fait jusqu'à date? C'est des Splex, plus précisément 2 que j'ai acheté un à côté de l'autre. On les a achetés à Trois-Rivières en bas de 400 000 chacun. Les Splex? Ouais, puis là, on les refinance à 1,1 million, 1,1 million chaque. Aïe. Puis ça, en dedans de 2 ans. Donc, c'est good, un bon Un bon move. Un bon move. Nice. Ouais. Un mentor ou un modèle qui t'inspire particulièrement? C'est difficile d'en dire juste un. Non, mais en plus qu'un, si tu veux. Ouais? Ouais, go for it. Bon, ben, il y a Ghislain, qui est ça. Lui aussi, tu le connais. J'ai jamais eu quelqu'un d'autant franc puis qui était capable de me ramener sur terre autant que lui. Peut-être parce que parfois, à un moment donné, là, quand t'es un peu dans une boîte d'écho, quand tout le monde te dit que tout est beau, que t'es donc bien bon, que tu avances donc bien, que t'as une belle croissance, continue comme ça. Genre, tu vois pas là, les murs qui s'en viennent. Puis, ben, avec lui, je suis capable d'être totalement franche, totalement transparente, d'y parler des prochains steps qui s'en viennent, puis d'avoir quelqu'un qui me dit, OK, fais attention à ça, fais attention à ça, parce que... Puis il m'a évité plusieurs murs, là. Ouais. Fait que pour ceux qui savent pas, Ghislain, c'est lui qui a fondé Explose. Explose, ouais. OK. Donc, ouais, je te dirais... Ghislain qui sort en premier. Ouais. Après ça, Sophie Bernet. Sophie Bernet. Ouais. C'est un amour, cette dame-là. Je l'adore. Puis je te dirais, c'est... Elle m'a un peu initiée à la PNL, programmation neurolinguistique, là, qui aide justement là, à changer un peu ta manière de penser, à enlever toutes les limites que tu te mets subconsciemment. Donc, ça. Puis elle m'a, tu sais, à chaque fois que j'ai un problème ou que j'ai des questionnements plus par rapport aux femmes, au immobilier, je l'appelle. Puis, tu sais, on va brainstormer sur des situations où on va parler de... cool, ça. Ouais, ça l'aide beaucoup. Donc, je te dirais, c'est comme les 2 tops, mais j'en ai tellement d'autres. On pourrait continuer pendant C'est les... ça, tu sais. Ouais. Je pense pas qu'avoir juste un mentor, ça devrait être la finalité. Puis non plus payer pour des mentors. Comme, oui, mais non.
Donc, ça dépend. Si tu as du coaching puis tu reçois de l'information, oui, mais je te dirais la majorité des mentors qui sont là pour les bonnes raisons vont pas te charger quoi que ce soit. Hmm. C'est plus comme Un échange. un échange qui se fait, là. Ouais, ok, je comprends. C'est intéressant. Un livre ou une formation que tu recommandes à quelqu'un qui veut se lancer en immobilier? C'est dur. En immobilier, Ou en entrepreneuriat? entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais. Peu importe. C'est parce que entrepreneuriat, c'est les livres bien basiques que tout le monde dit, là. Donc, je sais pas. Mais en immobilier, je te dirais comment devenir libre financièrement avec Jacques Lépine, là. Je suis pas certaine de comment que c'est dit, là, ce livre-là, mais le premier livre, là, De Jacques Lépine. de Jacques Lépine par rapport à l'immobilier, il est vraiment bon. OK. Ouais. Formation? Je peux pas Tu choisir peux de pas choisir. formation. OK. Ouais. Mais C'est bon. je te dirais ma technique, ça m'a vraiment aidé. Ouais, OK. Ouais. À Parfait. l'âge que j'avais, c'était bon. Parfait. Le plus grand risque que tu as pris à date dans ta carrière? Ah, ouais. Ça, pour vrai, je le dis, faites-le pas si vous voulez, vous gardez un nom. Vous êtes pas sûr de ce que vous faites. Mais après que mon 14 logements, ça allait foirer avec la ville, parce qu'ils m'ont racheté, au mois de janvier de cette année-là, j'étais comme, j'ai rien à perdre. Donc là, c'est le plus gros risque que je prenais. J'appelais des gens, puis je faisais des offres sur des 60 et plus. J'avais 19 ans. J'avais même pas 500 $ dans mon compte en banque à ce moment-là. Et ouais, c'est le plus gros risque. J'étais contente, j'avais un bon bassin de gens qui me côtoyaient, puis j'avais quand même des opportunités et des partenaires là-dedans. Donc, ça a fait que j'ai jamais pas honoré une promesse d'achat que j'ai faite. Ouais. Mais je le suggère pas. OK. C'est vraiment risqué. Comme ça peut terminer ta carrière si tu fais perdre du temps à des gens qui... Juste parce que tout le monde se parle. Ouais. Donc, je le suggère pas. OK. Mais ça a Ok. été le plus gros risque que j'ai pris. Une habitude ou un rituel quotidien qui t'aide à rester productive? Pas boire d'alcool. Ça va faire 1 an, le 20 octobre, Let's go. que j'ai pas bu d'alcool. Félicitations. Ouais. Good job. Je le suggère. Comme les gens qui vont tout le temps à plein d'événements ou tout ça, arrêtez d'en prendre si vous pouvez. Là, Tu trouves-tu que des fois, il y a un petit peu un stigma avec ça? Si je consomme pas d'alcool? Non, je te dirais, je suis entourée des bonnes personnes. OK. Donc, pour moi, Ça aide. ça l'aide. Je me suis jamais fait demander ou pousser à boire un verre depuis que j'ai arrêté. Puis pourtant, je suis quand même sortie de temps en temps à des bars ou à des clubs. Puis à chaque fois, je me faisais pas pousser à faire quoi que ce soit que je voulais pas. OK. Mais c'est vraiment grâce à mon entourage, je pourrais dire. Mais tu perds de l'énergie, tu perds du temps, tu perds du contrôle de toi-même. L'argent aussi, là, c'est pas donné. Si t'en vas au bar, c'est sûr. tu sors ton vendredi soir, c'est peut-être 200$. Ouais, ben tu vois ça, je suis une fille, là, donc l'aspect Toi, monétaire... peut-être pas pour toi. Peut-être moins. Peut-être pas pour toi. Mais ça reste que ça a vraiment aidé là, depuis que j'ai arrêté. Ouais. OK. Pour finir, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? De ne pas te rabaisser à tes réalisations. Donc, de ne pas accorder autant de valeur à qu'est-ce que tu as créé ou qu'est-ce que tu as acheté. Que ta confiance en toi réside dans la personne que tu es tous les jours et dans les actions que tu poses à tous les jours. Ouais. Donc ça, là, game changer. Game changer. Ouais. OK, on va finir de même. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Caroline, honnêtement. Merci d'être venue aujourd'hui. C'était un petit peu short notice. M'a écrit hier, puis bang, on est là aujourd'hui. Ouais. Mais honnêtement, ton parcours en immobilier puis l'entrepreneuriat overall, c'est vraiment inspirant. Tout ce que tu as accompli dans si peu de temps, dans ce genre de 3 ans et demi là, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis je suis certain qu'il y a beaucoup de nos auditeurs, ben,
ils vont trouver ça intéressant aussi d'écouter ton histoire puis d'écouter tes conseils. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, ben, n'hésitez pas à aller suivre Caroline, Caroline Gagnon, sur LinkedIn, Facebook. Ouais. Puis, c'est une autre plateforme. Allez voir mon site internet. Allez voir son site internet, Shameless Plug. Si vous aimez l'épisode, ben, je vous invite à le partager, à liker sur YouTube, à vous abonner, puis à nous laisser un avis. C'est toujours bien apprécié. Puis, encore une fois, merci, Caro, d'être venue. Ça fait plaisir. Puis, à tous ceux qui nous écoutent, ben, on va se voir une prochaine fois pour un autre épisode. Merci.